Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Bonjour à tous et bienvenue aux gestes qui sauvent, notre émission qui nous permet de prendre connaissance des gestes du premier secours. Prêtez une oreille attentive, nous revenons juste après ceci. Aujourd'hui, nous parlerons de l'hémorragie avec Malik Gompasounon. Il est coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Bonjour, monsieur Malik. Bonjour, madame Rachid. Bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup, merci à vous et merci pour l'effort que vous faites pour la population. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de l'hémorragie. Alors, que comprendre par hémorragie? D'accord. L'hémorragie, c'est une perte de sang, une perte importante de sang suite à l'endommagement d'un ou de plusieurs vaisseaux sanguins. Ceci peut entraîner la mort si elle n'est pas vite prise en charge. Donc l'hémorragie, il faut comprendre que c'est l'écoulement de sang suite à l'endommagement d'un ou de plusieurs vaisseaux sanguins. L'écoulement de sang suite à l'endommagement d'un ou plusieurs personnes. Plusieurs vaisseaux sanguins. Alors, quels sont les types d'hémorragie qu'on note? D'accord. En matière de premier secours, le secouriste peut noter trois types d'hémorragie. Il y a l'hémorragie externe. Là, vous voyez le sang qui coule à l'extérieur du corps humain. Là, nous parlons d'hémorragie externe. Nous avons aussi l'hémorragie interne. Il peut se produire un écoulement de sang non visible, mais qui est à l'intérieur du corps humain. Et il y a un troisième cas d'hémorragie que nous appelons souvent hémorragie extériorisée. L'hémorragie, là, il y a l'écoulement par les orifices naturels. Donc, trois types d'hémorragie: hémorragie interne, hémorragie externe et hémorragie extériorisée. Il existe trois types d'hémorragie, à savoir l'hémorragie externe, l'hémorragie interne et l'hémorragie extériorisée. Exactement. Alors, quels sont les signes probables d'une hémorragie? D'accord. Quand nous prenons le cas de l'hémorragie externe, comme je viens de le dire, elle est plus facile à identifier. Okay. Car vous voyez déjà le sang qui coule à l'extérieur du corps humain. C'est externe, exactement. Comme je l'ai dit, il y a une grande quantité de sang qui est visible. Il y a un saignement abondant et continu qui est visible. Le sang rouge vif est visible. Vous voyez une partie des vêtements que la victime a porté qui est mouillé. Donc grâce à ces signes-là, vous pouvez déjà suspecter l'hémorragie externe. Outre l'hémorragie externe, j'ai parlé aussi de l'hémorragie interne. L'hémorragie interne, par contre, elle n'est pas visible. Oui, bien Comme sûr. le nom l'indique, c'est une hémorragie interne. Mais quand la victime souffre d'hémorragie interne après un accident, par exemple, elle sue beaucoup. La victime sue beaucoup et elle demande à boire de l'eau de façon expresse. Elle vous demande de l'eau. Et d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, peut-être je vais revenir dessus tout à l'heure. Elle réclame de l'eau et la victime a la peau moite et pâle. Et elle ressent une sensation de malaise. Donc, la victime, comme je l'ai dit, elle sue beaucoup et elle demande de l'eau à boire. Donc, c'est quand vous constatez ce cas
ou bien ces signes au niveau d'une victime, il faut suspecter déjà une hémorragie interne. Donc, hémorragie externe, je l'ai dit, hémorragie interne, les signes. Et pour l'hémorragie extériorisée, le plus souvent, c'est l'écoulement du sang via les orifices, par exemple le nez. Quand quand le sang coule du nez de quelqu'un, par exemple, nous parlons là. Le nez saigne. Le nez saigne, exactement. Comme je le dis souvent, le nez saigne. Et là, nous parlons d'hémorragie extériorisée. Donc, globalement, voilà les signes qu'on peut distinguer au niveau. Voilà, il y a combien de temps cela peut devenir dangereux? Vous voyez, le corps humain contient en moyenne pour l'adulte, 5 litres. Une personne qui est victime d'une hémorragie externe grave ou d'une hémorragie cataclysmique peut perdre la vie ou son pronostic vital peut être engagé en moins de 15 ou 20 secondes. J'ai parlé de secondes, je n'ai pas parlé de minutes. En cas d'hémorragie externe. Externe, grave. Donc, nous parlons même d'hémorragie cataclysmique. Vous suspectez même une artère qui est coupée. Là, la prise en charge doit être très rapide. Très rapide, sinon la victime peut s'écrouler en moins de 15 secondes. Donc, ce qui est très important à garder, c'est la prise en charge d'une victime qui souffre d'hémorragie. Parce que l'hémorragie fait partie, en matière de premier secours, des toutes premières urgences. Quand on va hiérarchiser les urgences, l'hémorragie fait partie des toutes premières urgences en matière de premier secours. Ok, vous venez de parler des signes où vous avez dit en combien de temps l'hémorragie peut devenir dangereuse. Oui. Vous avez parlé de l'hémorragie externe. Oui. Et quant à l'hémorragie interne. Quant à l'hémorragie interne, nous ne pouvons pas dire exactement en combien de temps. Mais quelle que soit l'hémorragie, dans les toutes premières minutes, si elle n'est pas prise en charge, le pronostic vital peut être engagé. Okay. Vous voyez, l'hémorragie externe, elle est visible. Le sang coule à l'extérieur. Une artère qui est coupée, le pronostic vital est plus engagé. Quand c'est à l'intérieur du corps humain, on ne peut pas voir exactement ce qui se passe. Oui. Donc, la victime doit être envoyée vers les secours spécialisés le plus rapidement possible. Donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le pronostic vital est engagé et la prise en charge doit être rapide dans les premières minutes. Ok, je pense que c'est de même pour l'hémorragie extériorisée. Okay. Oui, c'est vrai, l'hémorragie extériorisée, elle n'est pas souvent si grave. Mais une prise en charge est quand même parce qu'il y a écoulement de sang. Bien sûr. Et nous savons bien que si tu as plus de sang dans ton corps, on ne peut plus parler de vie. Donc tout ce qui est hémorragie doit être pris en charge de façon rapide. Alors, pourquoi il ne faut pas donner de l'eau à une victime d'hémorragie? D'accord. Vous en parliez tout à l'heure. Exactement. D'abord, le secouriste n'a pas le droit, je crois qu'ici, en temps, j'avais parlé des 6 principes fondamentaux au niveau des premiers secours. Nous en avons 6 principes. Et le principe 4 nous dit que le secouriste doit veiller au confort de la personne malade ou blessée. Veiller au confort de la personne malade ou blessée consiste aussi à ne donner ni à manger ni à boire à une victime. Quand vous êtes secouriste et vous arrivez sur un lieu d'accident, et même si vous n'êtes pas secouriste, c'est important de garder que vous ne devez pas donner à boire et à manger à une victime. Pourquoi? Une victime peut être en état de choc. Le fait déjà de boire de l'eau ou de manger, la victime peut avaler de travers. Donc la victime peut souffrir, on est d'accord, d'étouffement. Au lieu que la nourriture passe par la voie normale, vu qu'il n'est pas dans son état habituel, je parle de la victime peut avaler de travers. Et déjà, cela peut causer un dysfonctionnement au niveau de cette victime-là. Outre cela, vous savez que les victimes, quand les accidents arrivent, par exemple, ces victimes sont transportées vers les secours spécialisés. Et je ne sais pas si Mme Rachel a été, ou bien vous avez un proche qui a été opéré une fois. Peut-être pas. Non. D'accord. Vous allez constater que pour faire une opération peut-être à quelqu'un,
les docteurs demandent à ce que la personne, déjà la veille, reste à jeun, ne mange pas, pour que la personne ait l'estomac vide, pour qu'on puisse l'opérer. Quand vous donnez à manger à une victime, mais à boire à une victime, et quand on transporte cette victime à l'hôpital, si cela nécessite une intervention chirurgicale, une opération très urgente, il faut d'abord attendre que ce que vous lui avez administré, d'accord, puisse se dissiper d'abord avant qu'on ne puisse faire l'opération. La victime a eu un accident, vous lui avez donné à manger ou à boire. On a conduit la victime à l'hôpital, on a su qu'il faut l'opérer automatiquement. Vu que cette victime a mangé, on ne pourra pas l'opérer en même temps. Donc, il faut attendre d'abord que cette victime digère totalement, qu'elle ait le stomac vide, avant de passer à l'opération. Et ce laps de temps où la victime doit attendre, cela peut lui coûter la vie. Bien sûr. Donc, on va dire en réalité, ce n'est pas l'accident qui l'a tué, c'est le fait que vous lui avez donné à manger qui a engagé son procès vital. Donc, c'est important pour un secouriste de ne donner ni à manger ni à boire à une victime, sauf si il y a un spécialiste de la santé là qui le recommande. Sinon, le secouriste n'a pas ce droit-là. D'accord, je pense que c'est clair au niveau de tout le monde. Les auditeurs sont à l'écoute. On ne donne pas à manger ni à boire à une victime d'hémorragie de peur que cela lui coûte la vie. Comment arrêter une hémorragie avec les gestes du premier secours? D'accord. Pour arrêter une hémorragie, il y a plusieurs manières d'arrêter une hémorragie. Mais nous allons juste, parce qu'ici nous parlons surtout des premiers secours de base, nous allons juste donner une ou deux méthodes pour pouvoir arrêter une hémorragie. Et je parle d'ici d'une hémorragie externe, grave, où la victime saigne abondamment. En matière de premier secours, je l'ai dit avant, nous avons 4 étapes en matière de premier secours pour pouvoir agir. Vous agissez selon 4 étapes. La première étape, c'est d'assurer la sécurité. Étape numéro 1, assurer la sécurité. Étape numéro 2, évaluer l'état de la personne malade ou blessée. L'étape numéro 3, c'est d'alerter, de chercher de l'aide. Et l'étape numéro 4, maintenant, c'est de continuer à donner les premiers secours. L'étape numéro 1 nous dit d'assurer la sécurité. Dans assurer la sécurité, il y a éviter l'infection. Quand tu assures la sécurité sur un lieu d'accident, par exemple, tu peux baliser, tu peux écarter la foule, tu peux dire à d'autres de dévier la circulation. Tout ça fait partie d'assurer la sécurité pour qu'il n'y ait pas un suraccident. Ça, c'est un secouriste qui doit faire ça. C'est un secouriste qui doit faire ça. Un secouriste peut le faire ou demander à l'agent de police. L'agent de police. Oui. Vous voyez, des fois, quand il y a un accident, le plus souvent, peut-être les policiers ne sont pas là. La foule est là. C'est-à-dire, il y a des passants, des curieux qui veulent voir quand même ce qui s'est passé. Vous, en tant que secouriste, quand vous venez là, vous devez forcément assurer la sécurité. Il faut mettre de l'ordre. Entre griffes, oui. Non seulement assurer votre sécurité, mais assurer la sécurité de la victime et des personnes qui sont aux alentours. Quand il y a un accident, quand les gens s'agglutinent autour de la victime, les gens oublient le danger qui va venir après. Donc, il est vraiment très important d'assurer la sécurité. Sa sécurité, c'est-à-dire la sécurité du secouriste, de la victime et des personnes, des curieux qui sont aux alentours. Dans assurer la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très important d'éviter l'infection. Le secouriste doit obligatoirement éviter l'infection. Comment est-ce qu'il peut éviter l'infection? Nous sommes dans le cas d'hémorragie. Un secouriste qui apporte assistance à une victime qui souffre d'hémorragie ne doit pas mettre sa main dans le sang. Donc le secouriste ne doit pas mettre sa main dans le sang. De peur d'infecter soit la victime ou de s'infecter. Okay. Donc, une victime qui gicle, ou dont le sang gicle, où le secouriste veut apporter assistance, le secouriste doit forcément soit porter des gants, protéger, oui. Exactement, se protéger les mains, soit porter des gants, ou bien une alternative locale, un sachet, un torchon, un linge, pour se protéger les mains. C'est vraiment important que le secouriste puisse avoir cela à l'esprit. Donc, le secouriste doit éviter l'infection, comme je l'ai dit, en portant des gants ou une alternative locale.
Donc le secouriste ne doit pas mettre sa main dans le sang, ce qui est très important déjà à garder. Mais comment est-ce qu'il faut arrêter l'hémorragie? Nous pouvons arrêter l'hémorragie déjà par pression manuelle. C'est-à-dire quoi? Vous avez une victime qui saigne abondamment. Quand vous venez sur les lieux, il est très important de dire à la victime de faire une pression manuelle sur l'ouverture. Donc la victime prend sa main et appuie, fait une pression manuelle exactement sur l'ouverture de la peau, ce qui est très important. Ça ralentit déjà l'écoulement du sang. C'est très important. La victime, probablement elle est consciente, peut-être dans un atelier où la victime a une scie en main qu'il utilisait et il s'est coupé. Dites à la victime de prendre sa main et de faire une pression manuelle. En attendant, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher une alternative pour pouvoir protéger votre main. Ensuite, vous revenez vers la victime. Déjà, en faisant ce geste, vous pouvez demander aux personnes environnantes d'alerter, vu la gravité de l'hémorragie. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que nous appelons un pansement compressif. Le pansement compressif consiste à faire un bandage au niveau de la partie de l'ouverture de la peau, mais avec ce que nous appelons un pansement compressif. Nous avons les pansements compressifs au niveau des trousses de secours, mais cela consiste à avoir un appui sur l'ouverture avant de faire le bandage. Donc le bandage doit être vraiment dur pour ne pas laisser l'écoulement continuer. Donc déjà, la pression manuelle peut servir à arrêter l'hémorragie. Le bandage, le pansement compressif aussi sert déjà à arrêter l'hémorragie. Donc le secouriste a déjà deux possibilités pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Donc il y a deux possibilités, sinon deux gestes du premier secours qui permettent d'arrêter une hémorragie, à savoir la pression manuelle et le pansement compressif. Exactement. Alors, on va évoluer. Outre cela, il y a d'autres possibilités. Mais il faut apprendre à le faire. Même ce que j'ai dit, c'est vrai, nous parlons des gestes de premier secours, mais c'est la pratique c'est à la pratique qu'on comprend mieux les gestes de premier secours. D'autres aussi vont vous parler de garrot ou même de tourniquet. Nous parlons au niveau des formations premier répondants, nous parlons de tourniquet, où ça permet aussi d'arrêter une hémorragie, surtout une hémorragie cataclysmique. Okay. Où on vous dit, avec le tourniquet, d'arrêter l'écoulement du sang. Donc le tourniquet aussi est un moyen pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Mais si vous l'utilisez mal, la personne ne pourra plus récupérer le membre. On sera obligé de faire une amputation. Parce que quand vous utilisez le garrot ou le tourniquet, cela a un temps donné. Donc si la prise en charge n'est pas effective dans les 5 heures ou 6 heures qui suivent, la partie qui n'est plus irriguée, elle devient morte et il faut obligatoirement amputer le membre là. Or, avec le bandage compressif ou le pansement compressif, vous n'avez pas de risque. Oui. Exactement, vous n'avez pas arrivé à ces extrémités-là. Donc, nous avons parlé là de l'hémorragie externe, grave ou hémorragie cataclysmique. Je vais peut-être aussi aller plus loin en parlant de l'hémorragie extériorisée. Okay. Quand vous êtes dans le cas de l'hémorragie extériorisée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'écoulement du sang via les orifices, le nez par exemple. On a ce genre de cas où les gens ont des écoulements au niveau du nez. Quand cela arrive, nous avons une pratique que nous adoptons. On vous dit de pencher la tête vers l'arrière, ce qui n'est pas le cas, ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, il ne faut pas... Ça, c'est connu de tout le monde. Exactement. Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire en réalité. Il ne faut pas pencher la tête vers l'arrière. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut pencher la tête vers l'avant. Comme ça. Exactement. Donc, la tête doit aller vers l'avant. En temps, on nous dit, pince le nez et la tête en arrière. Quelques minutes après, c'est bon. Et effectivement, ça marche. Ce n'est pas que ça ne marche pas. Mais on va expliquer un peu. Vous savez, Madame Rachel, le sang qui sort ne revient plus.
quand le sang coule d'une veine, quand le sang sort d'une veine comme ceci, ou bien d'un vaisseau sanguin, ou bien d'une artère, le sang ne revient plus. Ça, il faut qu'on se comprenne d'abord. Le sang ne revient plus. Tu as une hémorragie extériorisée, c'est-à-dire un vaisseau au niveau de la tête ou bien du nez quelque part qui est endommagé et le sang coule. Tu fermes le nez et tu penches la tête vers l'arrière. Quand tu penches la tête vers l'arrière, il y avait déjà du sang qui était déjà sorti. Pencher la tête vers l'arrière refoule le sang ailleurs. Mais en réalité, où est-ce que le sang qui est refoulé là va? On ne peut pas savoir exactement là où c'est parti. Peut-être c'est quelque part là, dans ton cerveau. Et il y a peut-être une toute petite quantité de sang qui est parti rester quelque part là dans ton cerveau. Et c'est peut-être 15 ans, 20 ans après que cette petite quantité de sang a formé un petit caillou qui est parti rester logé quelque part là, dans ta tête. Et peut-être tu l'avais fait quand tu avais 5 ans, tes parents ont eu à le faire. Et c'est à 20 ans ou à 25 ans que cela a déclenché chez toi, par exemple, l'épilepsie. Exactement. Ou ça a traîné chez toi un dommage où on se dit, voilà, il a eu son bac fraîchement, il est allé au village, il est revenu et il a commencé cette maladie qu'on n'a pas compris et tout. Or, en réalité, ce n'est pas ça. C'est des gestes que tu as fait des années antérieures qui t'a rattrapé en réalité. Donc, en cas d'hémorragie extériorisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pencher la tête vers l'avant, fermer le nez, respirer par la bouche, 5 à 10 minutes, ouvrir et se moucher correctement. Ça va s'arrêter. Le principe étant le même, le nez est fermé, mais seulement que la tête n'est pas vers l'arrière, mais plutôt vers l'avant. L'écoulement de sang doit se faire. Je ne sais pas si on se comprend. Ça peut aller. Oui, ça évolue. Ok, donc par rapport à l'hémorragie extériorisée, ce qu'il faut comprendre, la tête vers l'avant, le nez qui est fermé 5 à 10 minutes, vous relâchez. Si l'écoulement continue, vous le reprenez, 5 à 10 minutes, normalement l'écoulement va s'arrêter. Maintenant, il y a des personnes qui souffrent de cela. Chaque fois, ils ont plusieurs fois de l'hémorragie extériorisée. Ces personnes doivent aller vers les secours spécialisés. Je rappelle que le secouriste n'est pas un secours spécialisé. Il faut que la victime aille quand même se faire consulter et aller vers les secours spécialisés. Se faire consulter chez les médecins. Chez les médecins, exactement. Donc, quand c'est fréquent, la personne doit aller à l'hôpital pour se faire consulter. Là, j'ai parlé de l'hémorragie externe grave, j'ai parlé de l'hémorragie extériorisée. Maintenant, en cas d'hémorragie interne, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà précédemment parlé des signes de l'hémorragie interne, où j'ai dit que la victime sue, la victime demande de l'eau, la victime a de la pâleur et tout. Dans ce cas, le secouriste ne peut rien faire en réalité. Mais il y a des gestes qu'il peut appliquer sur la victime. Le secouriste, si le secouriste constate, mais soupçonne qu'il y a une hémorragie interne, le secouriste doit mettre la victime en position dans une position que nous appelons position anti-choc. La position anti-choc consiste juste à mettre la victime couchée sur le dos de façon horizontale et soulever légèrement les membres inférieurs, environ à 30 degrés, environ 20 à 30 degrés. Cette position permet, on est d'accord, de garder quand même la victime en vie jusqu'à ce que les secours spécialisés ne viennent. Parce que le secouriste n'a pas les moyens d'abord de confirmer à 100% qu'il s'agit d'une hémorragie interne. Même s'il s'agit d'une hémorragie interne, le secouriste n'est pas équipé pour pouvoir faire une opération. Ce n'est pas visible. Exactement, ce n'est pas visible et il ne pourra rien faire. Mais quand même, il peut mettre cette victime-là en position anti-choc qui consiste à irriguer le cerveau. Vous voyez, la dernière chose que la personne peut perdre, c'est le cerveau. Donc, mettre cette victime dans une position anti-choc permet quand même de garder la victime en vie ou bien de garder son cerveau en vie jusqu'à ce que les secours spécialisés ne viennent. Donc, la quantité de sang est refoulée vers le cerveau, augmentant le pronostic vital de la victime. Donc, voilà quand même de façon un peu globale ce que je peux dire par rapport à la CAT. La CAT, c'est la conduite à tenir en face d'une hémorragie, qu'elle soit hémorragie interne, qu'elle soit hémorragie externe ou qu'elle soit hémorragie extériorisée.
C'est bon à savoir. Alors, Monsieur Malik, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en cas d'une hémorragie? D'accord. Comme je l'avais déjà dit précédemment, en cas d'hémorragie, il ne faut pas donner à boire et à manger à la victime. Ça, c'est très important. Oui. Quand vous êtes dans le cas d'une hémorragie ou d'une plaie, une grande plaie qui saigne avec un corps étranger, c'est-à-dire il y a peut-être un couteau, il y a une lance ou bien un fer qui est rentré dans le corps de la personne, il est très important que vous n'enlevez pas cet objet-là. Donc quand vous avez un corps étranger qui se retrouve dans une plaie ou bien qui a causé une hémorragie, il est vraiment important de ne pas enlever ce corps étranger-là. Donc nous pouvons déjà garder comme ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas boire, ne pas manger. Exactement. Ne pas donner à manger, ne pas donner à boire. Ensuite. Ne pas enlever le corps étranger. Et ne pas laisser aussi la victime debout. Une victime qui souffre d'hémorragie, mais une victime qui a de l'hémorragie, c'est bon de le mettre couché. Parce que quelqu'un qui perd du sang sur le dos, quelqu'un qui perd du sang peut à tout moment s'évanouir. Parce que c'est une perte de sang. Donc, c'est important, si vous voulez assister quand même quelqu'un qui souffre d'hémorragie, de l'assister, mais de préférence de le faire coucher pour pouvoir lui porter assistance. Donc, il ne faut pas que cette personne puisse marcher. Il faut que cette personne puisse être allongée pour que vous lui appliquez les gestes de premier secours. Alors, on va parler pour finir des risques d'une hémorragie si elle n'est pas rapidement prise en charge. Très bien. Si une hémorragie n'est pas rapidement prise en charge, le plus souvent, le module est intitulé hémorragie et état de choc. La personne rentre en état de choc. Donc, l'état de choc, c'est un état quand même, c'est une chute brutale de la pression sanguine. Donc, cela peut entraîner la mort. Donc, l'état de choc est à prendre vraiment au sérieux. Une personne qui a de l'hémorragie et dont l'hémorragie n'est pas prise en charge très rapidement peut avoir de l'arrêt cardiaque. Donc, il y a déjà l'état de choc, il y a l'arrêt cardiaque et dans les minutes qui suivent, nous allons malheureusement parler de décès. Donc, si l'hémorragie n'est pas contrôlée très rapidement, n'est pas prise en charge à temps, nous allons malheureusement parler de décès. Donc, l'état de choc, l'arrêt cardiaque et finalement, nous parlons de décès. Donc, c'est vraiment important, une prise en charge très rapide des hémorragies. Merci, M. Malik Gompa. Son nom, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Il était question de l'hémorragie. Et en somme, on retient que l'hémorragie est un écoulement sanguin qui provient d'une plaie, d'une orifice naturelle ou d'un organe qui ne se stoppe pas de façon spontanée. On distingue donc 3 types d'hémorragie dont les causes sont multiples, internes, externes et extériorisées. Les conséquences d'une hémorragie peuvent être fatales si elle n'est pas prise en charge à temps. Ainsi s'achève cette édition, chers auditeurs, cette émission du moins, chers auditeurs de Radio Afrique Santé. Je ne sais pas si M. Malik a quelque chose à ajouter. D'accord. Bon, peut-être quelques conseils peut-être à donner aux internautes, à tous ceux qui nous suivent. Quand vous êtes en présence d'une hémorragie, il est important de ne pas paniquer, de garder son calme. Rester calme déjà fait partie de le tout premier principe, les 6 principes au niveau du premier secours. Donc le tout premier principe est de rester calme. Donc c'est parce que nous ne sommes pas en face d'une hémorragie actuellement que nous détaillons de façon aisée les gestes à tenir, les conduites à tenir. Mais dans une situation réelle, il est vraiment important de garder son calme, sinon nous passerons à côté, nous nous ferons infecter. Nous allons infecter la victime et même ceux qui sont aux alentours. Donc, il est très important de ne pas paniquer. Il est vraiment important de rester calme. Il est important, d'accord, d'agir très rapidement. Il faut agir très rapidement. Donc, le sang impressionne, c'est vrai, mais chaque seconde compte. Le sang impressionne, surtout quand on n'a pas l'habitude. Le sang impressionne, mais chaque seconde compte. Donc, il est très important de rester calme et d'appliquer les gestes de premier secours. Je rappelle aussi qu'il faut toujours se protéger avant d'aider
une victime qui souffre d'hémorragie. Donc vous pouvez utiliser les gants, comme je l'ai dit, une alternative locale, les sachets, tout ce que vous pouvez trouver pour vous protéger les mains. Donc il faut comprimer, comme je l'ai dit, de façon forte et sans relâcher la partie qui saigne. La compression manuelle. La compression manuelle, c'est très important. Et comme je le dis, c'est sans relâcher. Quand vous comprimez, il faut maintenir. Il faut maintenir. Si vous voulez relâcher pour faire le pansement compressif, il faut savoir comment le faire, puisque déjà c'est la victime qui a déjà fait la pression manuelle. Là, vous, de façon professionnelle, sachez quand même comment enlever la main. Parce que vous voyez, quand le sang gicle, c'est comme le robinet. Imaginez un robinet qui coule. Vous avez ouvert l'eau qui coule comme ceci. Et vous prenez votre main et vous fermez ce robinet-là. Quand vous fermez le robinet, à un instant donné, quand vous lâchez, l'eau sort par sa carte. C'est exactement la même chose aussi. Et quand cela se produit, le cœur lâche. Le cœur n'arrive pas à contenir ce changement-là. Donc c'est très important. Ne retirez jamais un objet planté dans une plaie. On l'a dit aussi. Et je vais dire aux internautes d'apprendre les gestes de premier secours. C'est vrai, ici, on les conseille, on dit ce qu'il faut faire. Mais c'est dans la pratique qu'on peut comprendre mieux ces gestes-là de premier secours. Donc, une formation vous permet quand même de sauver une vie. Mais quelques heures suffisent pour apprendre les bases et réagir efficacement. Donc, c'est très important de consacrer des heures à apprendre les gestes de premier secours. Merci beaucoup. Garder son calme, rester imperturbable et serein en cas d'hémorragie. Toujours se protéger en cas d'hémorragie. Ne pas donner à manger ni à boire à une victime d'hémorragie. Également, ne pas enlever un corps étranger dans une plaie. C'est sur ces conseils de Monsieur Malik Gompasounon que nous mettons un thème à cette émission. Je rappelle qu'il est le coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Cette émission a été mise en onde par Francis Ibikounlé. Présentation, je suis Rachel Kosassi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À la prochaine. Merci beaucoup à vous, Rachel, et à la prochaine. À la prochaine.